Le focus du jour nous emmène au Colorado. Ce petit État de l'ouest des États-Unis est l'un des swing states, un de ces États indécis qui peut faire basculer l'élection. Longtemps, le Colorado a voté républicain, mais aux 2 dernières élections présidentielles, il a choisi le candidat démocrate Barack Obama. L'augmentation du nombre d'hispaniques et l'arrivée d'une population éduquée ont participé à ce changement. Un contexte nouveau qui pourrait jouer contre Donald Trump, comme le montre ce reportage de nos correspondants Valérie Defer et Loïc Piala. La main droite levée, Bridget prête serment. Elle s'engage à renoncer à sa nationalité mexicaine pour devenir citoyenne américaine. So help me God. Congratulations, you are Ça fait 10 ans que j'attends ce moment. 10 ans. Dans le Colorado, le nombre de demandes de citoyenneté a augmenté de 20% cette année électorale. Ces nouveaux citoyens, pour la plupart hispaniques, sont aussi de nouveaux électeurs, statistiquement favorables au Parti démocrate. I am proud to welcome you as a new citizen of this country. Bridget a franchi le pas de la naturalisation pour faire entendre sa voix. Lorsque Trump a commencé à mal parler des Latinos, j'ai pris la décision de devenir citoyenne américaine pour voter contre lui. Vous avez l'air ému. Ça me rend triste de voir que nous sommes tombés si bas. Comment un homme peut-il diviser tout le monde juste avec la couleur de la peau, avec mon apparence ? Je ne suis pas un violeur, Donald Trump. Je suis mexicaine. Je suis une femme qui travaille dur et aujourd'hui je suis devenue citoyenne américaine et je vais voter contre toi. Les hispaniques représentent 21% de la population dans le Colorado, un nombre en constante augmentation et un électorat clé. Le Colorado, et surtout sa capitale, Denver, attire une population jeune et éduquée. Beaucoup sont venus profiter de la douceur de vivre, mais aussi saisir les opportunités liées à un business florissant, le cannabis, légal ici depuis 2014. Comme dans cette start-up où l'on conçoit des logiciels pour les dispensaires de marijuana. Là, ce sont nos comptables et voici mon cofondateur Chase. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Nous voulons montrer aux politiciens que l'on peut légaliser le cannabis de façon responsable. Il peut y avoir une traçabilité des produits pour assurer la protection des consommateurs. On peut faire ça bien et tout commence dans le Colorado. C'est vraiment fou. Kyle a quitté la Californie il y a 3 ans pour venir à Denver créer son entreprise. Nous sommes un État qui devient de plus en plus progressiste. On voit tellement de jeunes arriver et participer à la légalisation. Ils veulent faire partie des pionniers et ils apportent leurs valeurs politiques. Je pense qu'Hillary Clinton est le meilleur choix pour la légalisation du cannabis. Les millennials, ces jeunes entre 18 et 35 ans, vont déterminer l'issue de cette élection. Mais la jeunesse de Denver ne soutient pas aveuglément Hillary Clinton. Sur le campus de l'université, Damien tente encore de convaincre les étudiants de voter pour la candidate écologiste. Have you voted yet? Yeah. All right. May I ask who you voted for? Gary Johnson. All right. Well, right on. He's all right. All right, I'll see you in a minute. I hate them both, so. Dans le Colorado, Hillary Clinton est menacée par la popularité des petits candidats. Ici, les déçus de Bernie Sanders se tournent vers le libertarien Gary Johnson ou l'écologiste Jill Stein. Je suis passé de Bernie Sanders à Jill Stein. 9 fois sur 10, j'ai l'impression que politiquement, ces deux-là sont d'accord. Et ils ont le même niveau d'intégrité. Et puis j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop à quoi s'en tenir avec Hillary Clinton. Elle a tellement changé d'avis. Et puis elle est vraiment compromise par l'argent des multinationales. Au moins avec Jill, je sais à quoi m'attendre. Mais dès que l'on sort de Denver, le paysage politique change. On retrouve les valeurs conservatrices traditionnelles du Colorado, comme au Shooter's Grill. Dans ce diner, il flotte comme un air de western. Ici, on prend la commande, un 9 mm à la ceinture. Okay. How hot is that? It's not too spicy. And there you are.
Pour Lorraine, la propriétaire, Donald Trump est le seul capable de protéger le droit sacré du port d'armes. Il existe des documents qui prouvent que Mme Clinton veut abolir le second amendement de notre Constitution. Elle veut rendre l'accès aux armes plus difficile alors qu'il y a déjà tellement de restrictions aux États-Unis, comme par exemple la vérification des casiers judiciaires. Et ici, même les clients peuvent déjeuner armés jusqu'aux dents. C'est un objet essentiel au quotidien pour moi. Je ne sors pas de chez moi sans mon arme. C'est plus facile de se protéger soi-même que d'appeler la police et d'attendre qu'on vienne peut-être vous sauver la vie. Le Colorado est un casse-tête politique pour les candidats. Les intentions de vote ne cessent d'y bouger et la population ne représente que 9 grands électeurs. Un poids électoral faible, mais qui pourrait s'avérer décisif. Et on va un peu plus loin sur cette question avec notre invitée Anne Désine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis. Vous êtes auteur notamment de La Cour suprême des États-Unis, un ouvrage paru aux éditions Dalloz en 2015. Alors, on l'a vu, le Colorado, c'est l'un de ces swing states, ces États indécis. Il y en a une douzaine. Comme dans quasiment toutes les élections présidentielles américaines, c'est là que ça va se jouer, avec cette année quand même des sondages qui donnent vraiment Hillary Clinton et Donald Trump au coude à coude. Les derniers donnent une courte avance de 3,3% à Hillary Clinton, ce qui est en gros la marge d'erreur. Est-ce que ça veut dire que ça va vraiment, encore une fois, être là que dans ces swing states, ça va se jouer? Oui, si on regarde les sites de statistiques, donc 538, ils donnent 71% de chance à Hillary Clinton de gagner. Et si elle doit gagner, elle l'emportera avec peut-être 300, un peu plus de 300 grands électeurs. Mais il reste la petite marge parce que beaucoup de sondeurs se disent que peut-être on a sous-estimé le vote populaire pour Trump. Soit parce que les sondés refusent d'admettre qu'ils vont voter pour Trump, soit parce que en fabriquant les échantillons, on a sous-représenté cette catégorie d'électeurs. Donc c'est la raison pour laquelle une victoire Trump n'est pas exclue. Alors effectivement, comme c'est un scrutin indirect, ça se joue dans les États. Et ça se joue comme d'habitude dans un certain nombre d'États swing states qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre, puisqu'en fait, au cours des 42 dernières années, on a plus de 40 États qui ont toujours voté soit démocrates, soit républicains. Donc en fait, tous les efforts des candidats sont concentrés dans ces États. Et là, les sondages montrent que, alors qu'Hillary était très très bien partie il y a 10 jours, l'annonce du directeur du FBI, Comey, qu'il allait rouvrir, enfin pas tout à fait, l'enquête, a complètement détruit la confiance et fait sombrer Clinton. De deux façons, c'est-à-dire que des républicains qui seraient allés en traînant les pieds voter pour elle décident finalement de ne pas le faire et décident, ça c'est important aussi, d'aller voter pour les sénateurs républicains, de façon à ce que si par hasard elle passe, c'est ce qu'ils pensent, il faut au moins qu'il y ait des contre-pouvoirs et qu'il y ait un Sénat républicain en plus de la Chambre qui, elle, va rester républicaine. Et pourtant, James Comey, donc c'est le patron du FBI, il n'a pas le droit légalement d'intervenir dans une campagne politique. Et pourtant, forcément, en relançant la campagne, la question des emails, la messagerie privée qu'a utilisée Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'État de Barack Obama, il savait forcément qu'à moins de 2 semaines du scrutin, il allait forcément peser dans la balance. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait de mesures contre lui ou est-ce qu'il est a priori à l'abri? Ah non, il y aura très certainement des commissions d'enquête, surtout si le Sénat a une majorité démocrate. Donc il y aura un président de la commission judiciaire qui sera un sénateur démocrate, donc qui va lancer, mais ce sera trop tard. Donc il est clair que c'est pas de chance parce que c'est par le biais de l'enquête sur l'ex-mari d'une aide de Clinton que ces emails, ces nouveaux courriels ont fait surface. Mais la moindre des choses quand même pour un directeur du FBI, ça aurait été de regarder s'il n'y avait pas de duplication et si ces courriels n'étaient pas effectivement des choses qu'ils avaient déjà regardées avant de lancer une bombe et de prévenir le Congrès. Alors ceux qui cherchent à le défendre disent qu'il a cherché à se protéger parce que s'il n'avait pas prévenu, on l'aurait accusé d'être avec le camp démocrate. Mais enfin, c'est pas très très clair cette affaire et ça a joué un rôle très important dans les résultats. Ça alimente en tout cas cette campagne où Donald Trump a accusé Hillary Clinton d'être corrompue, puisqu'elle représente les élites corrompues, les élites politiques corrompues, etc. Mais c'est beaucoup quand même des questions de rumeurs, parce que grosso modo, les affaires contre Hillary Clinton se sont un peu dégonflées. On lui reproche finalement pas grand-chose de bien méchant. En tout cas, elle n'est pas condamnable pénalement. Oui, cela dure depuis 30 ans. En fait, elle avait parlé d'une conspiration de l'extrême droite dès 1996 pendant l'élection de son mari. C'est-à-dire depuis 30 ans, les républicains qui ne peuvent pas supporter les Clinton cherchent n'importe quoi, l'affaire Water, Travelgate, etc. Ensuite, il y a eu un procureur indépendant qui a dépensé 34 millions de dollars pour rien, etc. Et là, ça continue. Alors Benghazi, 6 commissions d'enquête, 13 heures d'audition.
Et la commission a dû dire que bien sûr, ce n'est pas de la faute de la secrétaire d'État si l'ambassadeur et les 3 membres de la CIA sont morts. Mais donc, il y a cette idée, et c'est alimenté par le fait que les électeurs républicains s'informent auprès de médias qui sont complètement polarisés à droite. Alors en télévision, ce sera Fox News, en radio, ce sera Rush Limbaugh, plus tous ces sites complotistes. Et donc, les idées les plus folles deviennent réalité. Par exemple, bon, il y a eu un problème, une petite alerte. On a pensé qu'il y avait un revolver dans la salle d'un meeting de Trump qui a été sorti. Immédiatement, le camp Trump a fait courir l'idée que c'était une tentative d'assassinat. Bon, ce n'est pas vrai, on n'a pas trouvé d'armes, mais c'est impossible, ensuite, une fois que la rumeur est partie, de la rectifier, parce que ceux qui l'ont lu, par définition, sont prêts à recevoir ce type de nouvelles, et donc aucune vérité ne peut être entendue. Calomnie, il en restera toujours quelque chose. Exactement. Merci beaucoup, Anne Desine, d'avoir répondu à nos questions. On marque